Madame, Monsieur, bonsoir. À l'occasion de la célébration de la journée de la mémoire et dans le cadre de la commémoration des massacres du 8 mai 1945, Canal Algérie vous propose un documentaire qui va nous plonger dans l'histoire tragique d'un génocide commis par la France coloniale contre le peuple algérien. 45 000 morts, c'est le chiffre effarant de cette tuerie à huis clos. En deuxième partie de soirée, nous vous proposons le film Douleur de Mohamed Hazorli qui aborde les massacres du 8 mai 1945. Allah yarham shuhada, gloire à nos martyrs. Bonne soirée sur Canal Algérie. À tout à l'heure. Dans le récit algérien, Sétif est évidemment un événement inaugural pour la conscience et l'histographie algérienne. La guerre d'Algérie a commencé donc en mai 1945. L'historien américain Todd Shepard. Mai 1945 a ouvert une nouvelle étape historique à laquelle devaient correspondre des formes de lutte et d'organisation neuves. Houssine Aït Ahmed, jeune militant de la cellule PPA du lycée Ben Aknoun, Alger, alors qu'il n'avait que 16 ans. La guerre d'Algérie a bel et bien commencé à Sétif le 8 mai 1945. L'historien algérien Mohamed Harbi. L'Algérie se souvient toujours des massacres commis par la France coloniale le mardi 8 mai 1945 à Sétif, Guelma, Kharrata et dans d'autres régions telles que Batna, Blida, Khanchla, Bourj Bouaririj, Biskra, Saïda. La sauvagerie et la violence de la répression coloniale se répandit tel un poison sur le territoire algérien. Deux atmosphères, deux ambiances. D'une part, le monde et notamment les Européens célébraient la fin du nazisme et d'une guerre sauvage et impitoyable. Et d'une autre part, les militaires et la police française avaient ouvert le feu sur des manifestants pacifiques sortis pour réclamer l'indépendance de l'Algérie. On pensait que le gouvernement de la France libre serait pour l'émancipation des colonies. Il y avait des espérances et des illusions dans ce sens. On parlait d'union française. Et quand on a vu le massacre, quand on a commencé à avoir des nouvelles de ce qui s'était passé, par exemple pour ma part, moi j'étais dans la région de Sétif, mais j'avais une grande partie de ma famille à Guelma, dans la région. Et on a appris là que les massacres ont été extraordinairement sauvages. Ils voulaient vraiment nous anéantir, et d'ailleurs les plus cyniques disaient, bon, comme ça on aura la paix pendant 10 ans. Tout est là, l'ultime preuve que les rapports coloniaux n'allaient pas changer. Les crimes monstrueux, les exécutions sommaires, la violence commise en Algérie étaient aussi sauvages et brutales pratiquées par le fascisme allemand vaincu. On n'aurait jamais soupçonné tant de haine. C'est vrai que la haine a existé des deux côtés, mais je crois que là où elle existait le plus, c'est du côté des colonialistes. Par exemple, quand on brûle un greffier qui avait 9 enfants à Kharrata, ils l'ont brûlé, ils l'ont aspergé d'essence et brûlé avec ses enfants. Bon, moi j'ai eu un parent qui a été tué avec sa femme enceinte. Là, justement, l'histoire de ce parent prouve qu'on ne pouvait même pas être neutre. Parce que ce parent-là, au fond, il était neutre, il n'était pas engagé politiquement. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la pêche à la ligne. Il travaillait à l'école d'agriculture. Bon, il faisait très bien son travail et puis il allait à la pêche. Voilà. Bon, quand il y a eu des événements, quand la milice de Guelma s'est formée, on est allé le prendre, on lui a dit voilà, prends un fusil, on va tuer les Arabes. Tuer des Arabes était le résultat d'une politique coloniale basée sur la haine, la ségrégation raciale, le racisme. Les Algériens étaient considérés comme indigènes, des sous-humains. Les privations de la liberté, de l'enseignement, de la santé et de l'alimentation ont plongé la population musulmane dans une tragédie humanitaire sans précédent. Naturellement, le racisme ne venait pas de nous, il venait plutôt des plus forts, c'est-à-dire de l'autre côté. Ce racisme, inutile de le décrire, parce qu'on peut le voir, même en France à l'heure actuelle, il se manifeste d'une manière. Il était toujours présent, et en quelque sorte, notre force à nous, justement, est venue de là. C'est que le colonisateur nous méprisait, il ne nous voyait même pas. Mais nous étions obligés de le voir, d'apprendre sa langue, de vibrer à son histoire. Moi, je me rappelle la Révolution française, je ne cessais jamais de relire ce qui s'était passé, mais je voyais la contradiction flagrante. Le 8 mai 1945 est l'expression flagrante d'un complot orchestré par des généraux comme Duval,
pour effacer des Algériens. Les chantres de l'ordre colonial ont délibérément étudié la question des bombardements. L'aviation n'a pas utilisé des sacs de sable comme leur ou par souci d'éviter des morts. Du 9 au 18 mai 1945, les chasseurs et bombardiers ont déversé des centaines de bombes de 50 à 100 kg sur des dizaines de bourgs et de bourgades du nord constantinois. Du livre de Kamel Benaïch, Massacre de 1945, la vérité mystifiée. Des chercheurs en histoire, comme le journaliste Kamel Benaïch, travaillent depuis des années pour élucider ce crime d'État à travers des correspondances, des documents, des archives de l'époque qui démontrent la préméditation d'un assassinat de tout un peuple. Le mardi 8 mai 1945 restera à jamais gravé dans nos mémoires. Il s'agit là de la plus importante tuerie perpétrée à huis clos par la France coloniale, un jour de victoire contre la folie nazie. On parle de plus de 45 000 Algériens assassinés, un génocide. La police, la gendarmerie, des colons se sont donnés à des pratiques barbares, torture, jeter des personnes par-dessus des falaises, brûler des gens à l'intérieur de leurs maisons. Ce mardi-là a pris le titre d'une terreur, celle de la tentative de l'anéantissement de tout un peuple. Nous nous sommes rendus à Sétif en ce mois de mai 2024. Cette ville qui s'est émancipée après l'indépendance et qui est devenue un pôle important dans tous les domaines. C'est le défi algérien qui a été relevé, grâce au sacrifice de son peuple. Nous sommes partis à la rencontre du journaliste Kamel Benaïch, qui a consacré des années entières de recherche sur le 8 mai 1945. Le 3 mai, les AML, ou plutôt le PPA, sous couvert des AML, décide d'organiser une marche pacifique dans tout le territoire algérien. L'autorité coloniale avait autorisé certaines marches et refusé d'autres. Pour ce qui est de Sétif, le 3, Mahmoud Gnifi, qui était un cadre du PPA, et Djilali Mbarak sont partis à Constantine, où ils ont obtenu, où ils ont eu des instructions pour organiser des marches pacifiques. Donc la préparation s'est déroulée en catimini et dans la discrétion totale, avec la préparation de banderoles, des mots d'ordre, des affiches, etc., etc. Et aussi, surtout, la confection de l'emblème national. Moi, je voudrais revenir, si vous voulez, sur un fait important, la manifestation du 1er mai, où il y a eu des morts, des blessés, à Alger, Oran, à Béjaïa, à Tizi Ouzou et dans d'autres régions du pays. L'autorité coloniale avait toute la latitude de refuser le 8 mai les marches non autorisées. Elle a laissé faire pour crever l'abcès. Et elle l'a crevé à Sétif le 8 mai 1945. Donc, le 8 mai, à 7h30, 8h, il y a eu le 8 mai, le mardi est un jour de marché à Sétif. Donc les gens se sont rassemblés dans les alentours de la mosquée
Abu Dharr al-Ghifari, qui se trouve dans la cité Langar. En vérité, c'est la cité de la gare. Donc, ils ont pris la marche, arrivés non loin du Café de France et de l'Hôtel de France. On a brandi l'emblème national. Donc, la police a été, disons, étonnée, surprise par la sortie de cet emblème qui était porté par un grand monsieur, Issa Cheraga, qui était un scout. Il a été choisi pour sa taille, parce qu'il avait la taille d'un basketteur. Il a été bousculé, et puis pour que l'emblème ne tombe pas, le signe de la souveraineté d'un pays, Saad Bouzid, le premier martyr et victime de cette tuerie, il sort de nulle part. Il était parmi les manifestants. Il reprend l'emblème, on lui tire dessus, il tombe, il est évacué par la suite vers l'hôpital, où il est pris en charge par un infirmier, Hussein Laklif, qui a été un très grand joueur de l'USMS. 3 jours après, on l'enfuit, on l'enterre dans une des 2 fosses communes du cimetière Sidi Saïd, qui demeurera jusqu'à la fin du monde un témoin oculaire de ces massacres-là. Le jeune Saad Bouzid tomba en martyr le 8 mai 1945 à l'âge de 26 ans. Il incarne le sacrifice pour la liberté et l'indépendance de l'Algérie. Dans un geste héroïque, il meurt, l'emblème algérien à la main. En un laps de temps très court, peut le situer en 2 heures, la police française a commis un carnage, un véritable carnage. Les rues et ruelles de la ville de Sétif ont été transformées en un bain de sang. Il y a eu des pertes européennes, on peut les situer à une vingtaine de personnes tuées. L'autorité coloniale a eu toute la latitude pour identifier quantifier aussi les pertes européennes. Et ils n'ont pas fait l'effort pour identifier les pertes musulmanes qui dépasseraient les 100 personnes. Sachant que ces morts, les cadavres des indigènes, on nous appelait les indigènes, ont été ramassés dans une benne et jetés dans 2 fosses communes à Sidi Saïd. Belkrit, Bourakba, Boukhrissa, Cheraga, Maïza, Sabr, Soukir, Djemili et bien d'autres vont subir le même sort que Saad Bouzid. La machine de l'oppression coloniale s'est emballée et les méthodes sauvages sont finalement les outils préférés de l'armée coloniale. La parole d'un témoin qui ne meurt pas, à savoir l'archive, les services du gouverneur d'Alger n'ont pas attendu le début des échauffourées à Guelma. Ils envoient le jour même, aux environs de 15 heures, un télégramme à Paris où ils jugent et condamnent, et ils font en plus de Farhat Abbas comme le principal instigateur
agitateurs et commanditaires de cette manifestation qu'ils considèrent comme une insurrection. Et dans le contenu de ce télégramme, les services du gouverneur disent que Farhat Abbas a été derrière une armée de manifestants qui ont tué des Européens à Sétif. Le deuxième point, qui est très important et qui est resté éludé des années durant, c'est l'implication directe dans la tuerie du préfet de Constantine, Lestrade Carbonel. Le jour même, aux environs de 15 heures, il remet à l'armée française le droit de prendre, ou plutôt de faire le travail de la police. Et les documents l'attestent. Un troisième fait, le jour même, à 11 heures, Dr Jamal Derdour, un cadre des AML, demande à Lestrade Carbonel l'autorisation pour organiser une manifestation à Constantine. Cette manifestation est refusée, cette autorisation est refusée. Malgré cela, les Constantinois sortent, décident de marcher, mais ils sont accueillis par un arsenal militaire des plus lourds. Donc la sagesse des organisateurs a déjoué les plans des tueurs et Constantine est passé à côté d'un autre bain de sang. Mais les ordres ont été déjà donnés et les décisions ont été déjà prises par l'administration coloniale avant même la sortie des manifestants. Il fallait réprimer la moindre voix algérienne qui s'élève et qui réclame ses droits, sans aucun problème de conscience. Interpellation, internement arbitraire, exécution et assassinat vont être accomplis avec la caution des hautes sphères à Paris. Moi, je suis de ceux qui disent, et les documents sont là pour attester, que ce n'est plus possible de parler, de dire que ce pan de notre histoire contemporaine se concentre uniquement à Sétif, Guelma et Kharrata. Pour la simple raison, de nombreuses régions du pays ont connu des exactions, ont connu des brimades, ont connu des emprisonnements. Je pourrais citer deux exemples concrets. La ville de Annaba a été émaillée par des incidents graves. Il y a eu des morts. La ville de Blida a été émaillée aussi par des incidents graves. Il y a eu des morts. La folie meurtrière de l'armée coloniale, de la police et gendarmerie française et des colons s'est étendue dans les régions les plus reculées du pays, en s'attaquant à des paysans, à leurs biens et même à leurs bétail et animaux. Deux historiens français, Jean-Louis Planche et Jean-Pierre Piroulou, ont beaucoup travaillé et ont démasqué la razzia effectuée par la Légion étrangère et aussi par les miliciens du côté de Guelma. À propos de la région de Sétif, rien n'a été fait jusqu'à maintenant. En toute sincérité, moi je l'ai fait dans mon deuxième bouquin où on a montré avec des archives, avec des preuves à l'appui que des centaines de familles de la région de Sétif, de la région de Djaya, de la région de Borj, de Kharrata, de Mila, de Djidjil ont été dépouillés. Bon, ils ont non seulement incendié leur gourbi, mais ils leur ont aussi volé et saisi leurs biens. Qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Ils ont commis un autre crime. Ils ont laissé des milliers d'orphelins sans toit, sans protection sociale et sans la moindre affection. Et ces enfants-là, ils ont erré pendant des mois et des mois. Il a fallu la venue d'une grande dame, Khaira bint Ben Daoud d'Oran, qui a pris en charge plus de 45 orphelins
de Niaziz et de Kharrata, ces orphelins ont été placés chez des familles oronaises qui les ont protégés et adoptés. Il y a même, je peux même citer le nom d'Ammar Sbia qui vit encore à Oran. Qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? La presse française de l'époque, elle l'a fait pendant le 8 mai 1945. Elle n'a rien vu, rien entendu et à Paris, pendant le 17 octobre 1961. Elle n'a rien vu et entendu durant des années lors de notre guerre de libération nationale. À l'époque, la presse coloniale s'est mise au service de l'administration coloniale. Le 22 mai 1945, la quiétude de Melbou à Béjaïa est le théâtre d'une mise en scène. Celle-ci est organisée par le colonel Bourdila, de façon très propre à frapper l'imagination des tribus. Des chasseurs bombardiers occupent son ciel et 7 navires de guerre tiennent en respect sa merveilleuse côte. Emmenés de force, des centaines de dépenaillés de Kharrata, Tizin Bchar, Dergina, Ammoucha, Aoukas, Soukletnin, Ziama Mansouria sont réunis pour prêter allégeance et demander pardon. Des figurants sont contraints de brandir crosse en l'air de vieux fusils distribués par les légionnaires qui les reprendront à la fin de la cérémonie. Pour les besoins de la désinformation, le service de presse de l'armée coloniale a fait bon usage du trucage. Les commanditaires de la tentative d'extermination ethnique, à savoir Yves Châtaignier, le gouverneur d'Algérie, le général Henri Martin, le général Raymond Duval, le colonel Bourdila, le préfet de Constantine Carbonel et le sinistre sous-préfet de Guelma, André Achiari. C'est eux qui ont voulu, disons, minimiser la répression disproportionnée effectuée et perpétrée à huis clos par aussi bien la Légion étrangère, les tabours marocains et les miliciens. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour masquer le crime commis de mai jusqu'à septembre 1945. Nous avons accompagné le journaliste Kamel Benaïch à son bureau, où il nous a remis des documents de l'époque qui démontrent l'implication accablante de hauts responsables français dans la falsification et le mensonge d'État. Certains administrateurs, comme celui de, ils sont nombreux d'ailleurs, comme celui de Oulad Hamza, du côté de Oulad Tahir à Medjana, au niveau de la wilaya de Bébéa, il fait un inventaire des pertes humaines et matérielles. Quelques jours après, on lui a sans doute tiré les oreilles, il fait marche arrière et il se rétracte. Et qu'est-ce qu'il dit? Il envoie une autre missive disant qu'il signale la célèbre phrase « rien à signaler ». Qui passe par le chemin de la marche pacifique de 1945. Nous allons avec lui visiter le musée du Moudjahed et la mosquée Abdel Rifari
lieu de départ des manifestants. Il y a eu la présence de Saïd Bouzid, Allah yarhamou. Saïd Bouzid, il est très jeune. Ce qu'il a pu proposer pour Baba, قال له عمي محمود أنا نرفع العلم. بابا الله يرحمه قال له أنت صغير ما تقدرش تعرف ترفع العلم وكش ما يكون. ساعة البوزيد قال له لا، قال له أنا صغير وبربي إن شاء الله ما يقيسونيش. Il avait l'espoir, il avait l'intention que c'était pour les Français que c'était des gens c'était des gens évolués, c'était des gens voilà. Ils ne savaient pas ils vont arriver à l'assassinat. Voilà. Et pour éliminer tous ces gens. Il avait dit comment ils avaient pu organiser tout ça. Il y avait une ferme un peu plus loin de la ville de Sétif, c'était au niveau de Megres, où ils se rencontraient pour en décider pour comment ils font faire pour tout ça. Alors, après ça, il a dit qu'il a reçu la visite du sous-préfet de Sétif et qu'il l'a menacé et qu'il lui a dit « Monsieur Guénifi, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Et il a essayé de comprendre ce qui se passait au sein de cette chose. Parce que beaucoup plus que mon père, ce qu'il a pu nous dire, et l'organisation de la marche, ce n'était pas uniquement de la mosquée de Langar. Ils avaient décidé de plusieurs quartiers qu'il y aura une foule qui sortait de chaque quartier pour en être une grande foule. Juste après, il a été arrêté. Il a été transféré sur Constantine et il a été condamné à mort. Avec Jiddi Ammar ou Khalim Saoud, c'est des Galmois. C'était les premiers martyrs, les Tahouf le 8 mai 45, comme c'était que le même exemple comme Saïd Bouzid. Reçu par le directeur du musée du Moudjahed de Sétif, Mouaïs Guénifi, revoit ces images et photos qui rappellent la barbarie et la sauvagerie de la répression coloniale. Un moment de recueillement pour ne pas oublier les sacrifices du peuple algérien pour sa liberté. Lieu de culte et de spiritualité, mais également une école du nationalisme et de l'identité algérienne. La mosquée Abou Der el-Rifari, implantée au cœur de la ville de Sétif, témoigne de l'engagement et du dévouement pour la patrie. Sur les pas du martyr Saïd Bouzid et de ses scouts dévoués, nous nous sommes donné rendez-vous avec les anciens des scouts musulmans algériens, mais également avec la nouvelle génération. Le mouvement scout à Sétif,
ce qu'on appelle à l'époque le groupe El Hayat, qui est fondé en 1938 par le fondateur Hassan Belkird. C'est lui qui a fondé ce groupe scout associatif. Bon, le 8 mai 1945, le groupe scout, c'est lui qui a encadré, si on peut dire encadré la marche. Il a spécialement mis les enfants, les petits enfants, ce qu'on appelle des louveteaux, en avant du défilé. C'est un message pour montrer que la marche, c'est un aspect pacifique. Donc, le groupe scout à l'époque, il a organisé le début de la marche avec les militants du PPA à cette époque. Donc, le mouvement, d'une façon générale, vu le grand mouvement du peuple, vu les chants, les scouts ils ont chanté parmi les chants Minjibelina, un autre chant, ce qu'on appelle Hayou Friqia. Hayou Friqia, elle a un passage, un couplet où il appelle le djihad. Le temps qu'ils ont parlé sur le djihad, donc il a créé un mouvement, un grand mouvement du peuple. L'histoire du commissaire qui a voulu arracher le drapeau du jeune Saad Bouzid, qui a révisé en même temps. Donc, après cet événement, le tir sur le jeune Saad Bouzid, avec cette panique, il y a eu un grand massacre. Bon, le groupe scout, les petits enfants, ils ont évacué vers le local scout. Et après l'événement, le lendemain, les premiers convoqués au commissariat de police, c'est les responsables scouts. À la tête, c'est lui de Abdelkader Yalla. Abdelkader Yalla, c'est lui qui est responsable de ce mouvement. Donc ils ont été interrogés brutalement concernant la marche. On s'est rendu à Sqaq Tmara. Au bout de ce passage, on a ouvert la porte de Fawj El Hayat. 79 ans après, des jeunes comme ceux du 8 mai 1945 viennent ici pour apprendre les chants patriotiques, le secourisme, l'entraide et le nationalisme. Dans ce lieu-là, on a formé plusieurs générations de sétifiens et on leur a appris la citoyenneté, le patriotisme, le scoutisme et la solidarité. Un autre lieu nous interpelle à Sétif, le lycée Mohamed Kerouani, ex-collège Albertini, où des jeunes étudiants algériens ont participé à la marche du 8 mai 1945 et plus tard à la révolution de novembre 1954. Cette stèle commémorative qui se trouve au sein du lycée porte le nom des martyrs de la liberté. Pour moi et pour beaucoup, le 19 mai 1956 a commencé le 8 mai 1945. Pour la simple raison, de nombreux collégiens de l'époque ont formé dans ce lieu une section du PPA, section secrète du PPA, où ils ont
décidé de militer pour l'indépendance et l'autodétermination de ce grand peuple. Le Mardi Noir, il y a eu la célèbre marche pacifique. Ces jeunes collégiens, parmi eux, on pourrait citer Abdelhamid Benzine, Allah yarhamou, Katib Yassine, Abdeslam Bel'aid, Tayyip Taklit, tombé au champ d'honneur durant la guerre de libération nationale, Mohamed Sghir Maïza, Mohamed Tahar Maïza, et beaucoup d'autres ont été exclus, rayés plutôt des effectifs de l'établissement entre le 8 mai et le 30 juin 1945, pour le seul crime ou pour le seul délit d'avoir constitué une section du PPA au sein de l'établissement, au nez et à la barbe de l'administration du collège. Ils ont été exclus. Certains d'entre eux sont revenus durant la guerre de libération et ils ont continué la lutte. Bon, cette stèle-là, elle montre l'unité des enfants de ce pays. Et elle montre que ce berceau-là était un lieu de rencontre d'élèves venus d'horizons divers. Ils sont venus des régions environnantes. Je peux vous citer Borj, Borj Lagdir, Batna, Mila, Djidjel, Béjaïa, Aqbou et beaucoup d'autres régions. On peut donner des noms. Je citerai le nom de Ihdadan Abdelatif, premier ingénieur algérien du nucléaire, Dr Rachid Belhoussine, tombé au champ d'honneur du côté de Medjana, avec l'Algérienne de cœur Raymond Péchard. Je citerai aussi le lycée de jeunes filles Mriem Bouatoura, qui était lycéenne à Malika Gaïd, Malika Kharchi, Zerrouki Khaira, étudiant en médecine Saadna Mohamed Abdelnour et beaucoup d'autres. Donc, pour vous dire que ce temple du savoir a été une autre école du nationalisme. Et ce lycée a donné à la Révolution et à l'Algérie combattante le meilleur de ses filles et de ses fils. Sur la participation d'enfants et de jeunes élèves algériens dans le mouvement national, le journaliste et chercheur en histoire Kamel Ben Yaïch nous en parle. Il faudrait savoir que les enfants de ce pays ont participé massivement à la manifestation du 8 mai 1945. Je pourrais vous citer deux exemples concrets. À Borj Bouarerij, il y avait 3 petits écoliers de l'école indigène de BBA qui avaient refusé de participer à la marche officielle, à savoir Riri Ismail, Khaldi Shrif et Omamar Abdelrahman, ont été rayés des effectifs de l'école. Pour la simple raison, plutôt pour avoir dit non à la participation à la marche officielle initiée par les autorités coloniales. Il y a aussi un exemple concret, celui des lycéens du lycée de Ben Aknoun, actuellement le Mokrani, où il y avait Hussein Ahmed Allah yarhamou, Ali Laimesh et d'autres. Ils ont pris part à la marche et Ahmed Agnoun, qui a été torturé à mort. Ils ont pris part à la marche du 8 mai, du 1er mai, pardon, et à celle du 8 mai. Ils étaient très actifs. Contrairement à leurs camarades du lycée Kerouani, les lycéens de Ben Aknoun n'ont pas été, disons, démasqués par l'autorité coloniale. Aujourd'hui, Sétif et toute l'Algérie respirent la liberté et l'indépendance.
Jamais les commanditaires des massacres du 8 mai 1945 n'auraient imaginé que le peuple algérien, et en peu de temps, relèverait ce grand défi du développement et de la modernité. Le 8 mai 1945, qu'on le veuille ou pas, est une date importante dans l'histoire contemporaine de notre pays. Il est de notre devoir d'écrire et de transmettre la mémoire des absents aux générations actuelles et futures. Ce pan important de notre histoire contemporaine demeure méconnu par le grand public et notamment de notre jeunesse qui devrait savoir et connaître la bravoure, les sacrifices consentis par nos parents. L'Algérie reste et restera la référence de toutes les luttes anticoloniales et demeurera la Mecque des révolutionnaires. Je voudrais insister sur un fait important et faire une analogie entre ce qui s'est passé en mai 1945 et ce qui se passe actuellement à Gaza. L'armée sioniste qui a oublié les méfaits, ou plutôt les crimes commis par Hitler contre les Juifs, le fait actuellement contre les populations civiles de Gaza. La différence entre mai 1945 en Algérie et ce qui se passe actuellement à Gaza, c'est la guerre de l'information. Le crime commis en mai 1945 a été un crime commis en catimini et perpétré à huis clos. L'armée sioniste a tué plus de 33 000 civils palestiniens en 6 mois. L'armée française, les miliciens français, la Légion étrangère a tué en Algérie pendant quelques jours plus de 45 000 morts. Elle a fait plus de 45 000 victimes. Donc, la seule différence, comme je viens de le dire, c'est dans le traitement de l'information. Actuellement, il y a le Facebook, il y a l'Internet, il y a la connexion, il y a aussi l'information. Et cette information-là met l'État sioniste devant le fait accompli, et la mobilisation internationale a démasqué et démasque les atrocités commises par l'armée sioniste qui s'est inspirée de l'armée française.